L'air dans le bureau de l'avocat était lourd de l'odeur de vieux papier et de cupidité, une combinaison suffocante qui semblait taillée sur mesure pour ce moment. Ma belle-mère, Eleanor, tamponnait un œil sec avec un mouchoir immaculé, portrait parfait d'un chagrin fin. À côté d'elle, son fils, Marcus, mon demi-frère, ne parvenait pas tout à fait à contenir son sourire narquois. Il pensait que c'était la fin, le dernier clou dans le cercueil de ma pertinence. M. Harrison, l'avocat de longue date de mon père, s'éclaircit la gorge, sa voix un bourdonnement monotone, tandis qu'il lisait le préambule du testament de Richard Sterling. Je regardais leur visage, pas le sien. Je voyais la certitude suffisante s'y épanouir. Et lorsqu'il atteignit le dernier legs, omettant totalement mon nom, Melinda, ce fut presque comique. Avant de continuer l'histoire, merci de vous abonner. Je dois atteindre les 1000 abonnés pour pouvoir vous apporter chaque jour des histoires comme celle-ci. Pour vous, ce n'est qu'un clic. Mais pour moi, cela signifie énormément. C'est drôle, n'est-ce pas? Comment la vie entière d'une personne peut être réduite à quelques paragraphes secs lus à voix haute dans une pièce étouffante? Mon père, Richard, était tout sauf un paragraphe sec. Il était un univers contenu en un seul homme, un créateur de mondes miniatures. Son atelier était ma véritable maison d'enfance, bien plus que la maison immaculée et stérile qu'Eleanor entretenait. Il sentait l'huile minérale, le bois vieillissant et l'odeur nette et pure du laiton. La lumière d'une unique grande fenêtre perçait l'air poussiéreux, illuminant des particules qui dansaient comme de minuscules étoiles autour des entrailles complexes d'une horloge de parquet ou du cœur délicat d'une montre de poche. Il m'appelait son ombre, non pas de manière dédaigneuse, mais avec une fierté tranquille. Dès l'âge de 7 ans, je m'asseyais sur un grand tabouret, le menton dépassant à peine l'établi, et je regardais ses mains. C'étaient de grandes mains calleuses, mais elles bougeaient avec la grâce impossible d'un chirurgien, insufflant la vie à des ressorts et des engrenages pas plus grands qu'un grain de riz. Il m'a appris la patience. Il m'a appris que chaque pièce, aussi petite ou cachée soit-elle, avait une fonction essentielle. La beauté n'est pas seulement dans le cadran, Melinda, disait-il, sa voix un grondement sourd. Elle est dans le mouvement. La vérité est dans sa façon de fonctionner, dans sa façon de durer. C'était notre langage secret, le langage de l'horlogerie. Tandis qu'Eleanor et Marcus voyaient son obsession pour les pièces d'horlogerie comme un passe-temps désuet et poussiéreux, qui, heureusement, payait les factures, moi, j'y voyais une philosophie, j'y voyais de l'art. À 15 ans, je pouvais remonter un échappement à verge les yeux bandés. À 20 ans, je concevais mes propres mouvements. De petits balais complexes de métal que mon père étudiait avec une loupe de bijoutier, un rare et brillant sourire ornant son visage. Il signalait un défaut ou suggérait une amélioration, non pas comme une critique, mais comme une collaboration. Nous étions partenaires. Eleanor me voyait comme une rivale pour son temps. Marcus me voyait comme une excentrique qui préférait les engrenages au commérage. Ils n'ont jamais mis les pieds dans l'atelier, sauf pour dire à mon père que le dîner refroidissait ou qu'une quelconque personnalité mondaine, importante et insipide, était au téléphone. Il ne voyait la valeur de son travail que dans les chiffres sur un relevé bancaire, jamais dans son âme. Il ne savait pas faire la différence entre un tourbillon et un navet, et il portait cette ignorance comme un insigne d'honneur, preuve de leur supériorité sur des activités aussi sordides. Il le comprenait fondamentalement mal, et par extension, il me sous-estimait fondamentalement. Il voyait la fille silencieuse dans l'atelier poussiéreux et supposait qu'elle était simple d'esprit. Ils n'ont jamais réalisé que j'écoutais simplement le tic-tac d'une horloge bien plus complexe. J'apprenais que les mouvements les plus importants sont ceux que l'on ne peut pas voir, ceux qui se produisent en silence, patiemment, jusqu'à ce que le moment soit venu pour les aiguilles de sonner l'heure. Leur campagne d'effacement fut une leçon de maître en matière de subtilité, un poison administré goutte à goutte pendant près de 2 décennies. Elle a commencé peu de temps après le décès de ma mère, lorsque mon père, dans un accès de chagrin et de solitude, a épousé Eleanor. C'était une sculpture d'élégance froide, tout en angle vif et en ton sourd, et elle m'a immédiatement identifiée comme une variable qu'elle ne pouvait pas contrôler. Alors, elle a commencé à poncer mes aspérités, à me faire plus petite dans ma propre maison. Ce n'était jamais une confrontation directe, ce n'était pas son style. C'était le « Oh, Melinda, tu as encore de la graisse sur la joue » devant les invités.
dit avec un rire cristallin qui me présentait comme une enfant charmante mais un peu sauvage, pas comme une apprentie sérieuse. C'était sa façon d'oublier de mettre mon couvert à table si je travaillais tard avec mon père. L'implication silencieuse étant que mon travail était une activité extrascolaire et non l'avenir de l'entreprise familiale. Marcus, de 10 ans mon aîné et son fils biologique d'un mariage précédent, était un instrument plus brutal mais non moins efficace. C'est lui qui m'a surnommé Cendrillon des rouages, un titre que mes tantes et oncles, les lâches en arrière-plan, trouvaient terriblement amusant. Il ricanait lors des réunions de famille, ses complices silencieux qui voyaient la dynamique se mettre en place, mais trouvaient plus facile de rire que d'intervenir. Pourquoi faire des vagues? Eleanor organisait de si belles fêtes, après tout. Je me souviens très vivement d'un Noël. J'avais passé 6 mois à fabriquer une montre spéciale pour mon père. Une montre squelette où tout le mouvement complexe était visible. J'avais même gravé un minuscule message, presque microscopique, sur le barillet du ressort moteur, pour l'homme qui m'a appris le temps. Je frémissais d'excitation à l'idée de la lui donner. Mais lors de l'échange de cadeaux en famille, avant que je puisse la présenter, Marcus a tendu à notre père une montre suisse de marque, ridiculement chère. « Je t'ai trouvé une vraie montre, Richard, » a-t-il claironné. « Quelque chose que tu peux porter au club, pas un de ces trucs poussiéreux de l'atelier. » Eleanor avait rayonné, et les complices, ma tante Carole et mon oncle Jane, avaient tous murmuré leur approbation devant l'objet brillant et sans âme. Quand j'ai enfin donné mon cadeau à mon père, le moment était gâché. Il l'a adoré, je pouvais le voir dans ses yeux, mais Eleanor a immédiatement dit « Oh, comme c'est mignon! Encore un petit projet! Tu peux la garder avec tes autres choses, ma chérie. » Elle ne parlait pas de sa collection de chefs-d'œuvre. Elle parlait de la boîte de prototypes et d'échecs. Mon cadeau, mon cœur, a été relégué au rang d'objet, et mon père, déjà las de cette usure émotionnelle constante, ne l'a pas contredite. C'était là leur véritable génie. Ils n'ont jamais attaqué directement l'amour de mon père pour moi. Au lieu de cela, ils ont dévalorisé son fondement, la passion partagée qui nous liait, jusqu'à ce que même lui commence à le voir comme moins important. Le tournant, la première lueur de la tempête à venir, s'est produit lors du 70e anniversaire de mon père, environ 2 ans avant son décès. C'était une grande réception, bien sûr, orchestrée par Eleanor, pour mettre en valeur leur statut social. La maison était remplie de gens qui connaissaient à peine mon père, mais adoraient son compte en banque. Je me sentais comme un fantôme, errant de pièce en pièce dans ma propre maison. Je l'ai finalement trouvé, non pas dans le hall principal avec l'orchestre, mais dans son bureau, regardant par la fenêtre. Il avait l'air fatigué, plus vieux que ses 70 ans. Il a vu mon reflet dans la vitre et m'a fait signe d'approcher. Il n'a pas parlé pendant un long moment. Puis il a fouillé dans le tiroir de son bureau et en a sorti une vieille clé en laiton terni. Ce n'était la clé d'aucune porte de la maison. Je les connaissais toutes. C'était une clé d'horloger, utilisée pour remonter de très vieilles horloges très spécifiques. « Tu sais à quoi ça sert ?» dit-il en la pressant dans ma paume. Sa peau semblait être de papier. Je l'ai reconnue instantanément. C'était la clé du chronomètre, qu'il avait fabriquée pour l'observatoire naval, son chef-d'œuvre, la pièce qui lui avait valu le prix Gaïa. Il était prêté à un musée à Genève, enfermé dans une vitrine climatisée. « Pourquoi tu me donnes ça, papa ?» ai-je demandé, la gorge nouée. Il a regardé par-dessus son épaule, vers le son des rires provenant de la fête. « Certains mécanismes sont conçus avec un système de sécurité, » a-t-il chuchoté, sa voix à peine audible. Un ressort caché, un échappement secondaire qui ne s'enclenche que lorsque le principal est compromis. Il m'a regardé droit dans les yeux, et le brouillard de sa lassitude s'est dissipé un instant, révélant l'homme vif et brillant que je connaissais. Le cadran peut mentir, Melinda. Il peut être élégant et magnifique, et te donner une heure complètement fausse. Tu dois regarder le mouvement. Tu dois toujours regarder le mouvement. Il a alors sorti un petit carnet relié de cuir. C'est mon journal de conception, l'ancien, avant les ordinateurs. Tout ce à quoi j'ai jamais vraiment tenu est ici dedans. Il a tapoté la couverture. Il va avec la clé. Ne te laisse pas berner par le cadran. Il m'a fait cacher le carnet et la clé dans mon sac à main, au moment même où Eleanor entrait dans la pièce en glissant, un sourire mielleux plaqué sur son visage. « Richard, mon chéri, tout le monde te réclame. Et Melinda, arrête de monopoliser ton père. »
Il m'a lancé un dernier regard lourd de sens avant qu'elle ne l'entraîne. Je n'ai pas tout compris à ce moment-là, pas entièrement. Mais j'ai compris le poids de la clé dans ma main et la gravité dans sa voix. C'était un avertissement. C'était un plan d'urgence. Il me disait qu'on manipulait l'horloge, et il me faisait confiance, à moi, son ombre, pour la remettre à l'heure un jour. Les 6 derniers mois de la vie de mon père ont été un cauchemar au ralenti, orchestré avec une efficacité glaçante. Sa maladie est apparue soudainement, un déclin rapide qui semblait le vider de sa lumière jour après jour. C'était le moment qu'Éléonore et Marcus attendaient, l'occasion parfaite de rompre le dernier lien entre mon père et moi. Ils sont devenus ses geôliers. Le docteur dit qu'il a besoin d'un calme absolu, me disait Éléonore au téléphone, sa voix suintant une fausse inquiétude. Le stress des visites est tout simplement trop pour lui. Au début, je l'ai cru. Je déposais des soupes et des livres, les laissant sur le seuil comme une offrande. J'appelais, et Marcus répondait, toujours avec la même rengaine. « Il dort, Melinda. Je lui dirai que tu as appelé. » Mais les jours se sont transformés en semaines. Les nouvelles sont devenues plus vagues. Il passe une journée difficile. Il n'est pas vraiment lucide. Le mur qu'ils ont construit autour de lui était intangible mais impénétrable. Quand j'ai essayé d'insister, de forcer le passage, ils ont retourné mon inquiétude contre moi. « Melinda, tu es égoïste, » a dit Éléonore une fois, sa voix froide comme la glace. « Tu penses à ce que tu veux, pas à ce dont ton père mourant a besoin. Tu le contraries. » Il me manipulait auprès de quiconque voulait bien les écouter. À tante Carole, il soupirait et disait « Nous aimerions que Melinda comprenne. Elle est dans le déni quant à la gravité de la situation. Son harcèlement constant lui cause tellement d'anxiété. » Et les complices hochaient la tête avec sympathie, me disant de laisser de l'espace à mon père, de faire confiance à Éléonore qui savait mieux que quiconque. L'isolement était atroce. Je portais le deuil d'un homme encore en vie, exclu de son dernier chapitre. Je garais ma voiture au bout de la rue la nuit, fixant simplement la fenêtre de sa chambre, une seule lumière brillant derrière le rideau. Était-il réveillé? Pensait-il à moi? Ou bien, comme il le prétendait, croyait-il que je l'avais abandonné? Le pire, c'était le doute qui commençait à s'installer. M'en voulaient-ils? Croyaient-ils leurs mensonges? Ils avaient passé des années à me dépeindre comme l'étrange, la détachée. Peu être que, dans son état affaibli, la peinture avait finalement séché. La douleur de cette pensée était une chose physique, une douleur constante dans ma poitrine. Ils ne se contentaient pas de l'isoler. Ils essayaient de réécrire notre histoire, de remplacer la vérité de notre lien par une fiction plus commode, une où j'étais la fille indifférente et eux, les saints, dévoués et martyrs. C'était la trahison ultime, non seulement envers moi, mais aussi envers lui. Ils volaient ses derniers moments, organisant sa mort pour qu'elle corresponde à leur récit. La percée, la fissure dans leur mur parfaitement construit, est venue d'une source improbable, une livraison de livres de la bibliothèque. Mon père avait été un lecteur vorace, et j'avais pour consigne permanente de récupérer ces demandes à la bibliothèque locale. Depuis quelques mois, les demandes s'étaient arrêtées. Puis, un mardi, j'ai reçu un appel de la bibliothécaire. « Une demande vient d'arriver pour M. Sterling », a-t-elle dit. C'était une demande en ligne, passée ce matin. J'étais stupéfaite. Il était censé être trop faible pour même tenir un téléphone. Le livre était un ouvrage obscur, traité sur l'échappement à encre libre de Thomas Mudge. C'était un manuel technique du XVIIIe siècle, un que nous avions étudié ensemble des années auparavant. Mon cœur s'est mis à battre la chamade dans ma poitrine. Ce n'était pas une lecture occasionnelle. C'était un message. Je me suis précipitée à la bibliothèque, les mains tremblantes en signant le registre de prêt. Je me suis assise dans ma voiture et j'ai feuilleté les pages cassantes. Et c'est là que je l'ai vu. À la page 112, une minuscule et faible marque de crayon. Un seul mot. Harrison, Monsieur Harrison, l'avocat de mon père. C'était la page qui détaillait le petit plateau de sécurité, un composant de montre qui empêche le renversement. Un système de sécurité pour protéger le balancier délicat d'un choc soudain. Mon père me disait que le système avait subi un choc. Il me disait d'enclencher le système de sécurité. Il me disait en qui avoir confiance. Tout était là. Un message dans une bouteille, envoyé depuis sa prison dorée.
Ce seul mot, Harrison, était une clé, tout comme celle en laiton qu'il m'avait donnée. Il ouvrait une nouvelle voie. Le chagrin et l'impuissance qui m'avaient noyé pendant des mois se sont retirés, remplacés par une clarté froide et nette. Le génie patient qu'ils m'avaient formé à être s'est enfin réveillé. Ils pensaient l'avoir complètement sous leur contrôle, mais ils avaient sous-estimé son intellect, tout comme ils avaient toujours sous-estimé le mien. Ils avaient laissé passer une seule demande de livre, un minuscule engrenage qu'ils n'avaient même pas remarqué dans leur grande et avide machine. Mais comme mon père me l'avait appris, le plus petit engrenage peut être le plus essentiel. Il peut changer toute la direction du mouvement. À cet instant, assise sur le parking de la bibliothèque avec un livre ancien sur les genoux. La partie a changé. Je n'étais plus la fille endeuillée frappant à une porte verrouillée. J'étais une horlogère avec une pièce d'horlogerie cassée, et j'avais enfin les instructions pour la réparer. Ma stratégie a commencé. Mon enquête a débuté cet après-midi-là. La première phase était l'observation sans détection. Je n'étais plus Melinda, la fille éplorée. J'étais Melinda, l'horlogère, examinant un mécanisme cassé à la recherche d'indices. J'ai commencé par tout documenter. J'ai tenu un registre détaillé de chaque appel téléphonique, de chaque visite refusée, de chaque mensonge condescendant d'Eleanor et de Marcus. J'ai utilisé un simple tableur. Date, heure, personne, raison invoquée pour l'isolement, mon observation. Les schémas qui en ont émergé étaient accablants. Il prétendait qu'il dormait à l'heure exacte ou un service de livraison de course notait qu'il avait signé pour une livraison. Il disait qu'il était incapable de parler un jour où une infirmière, une intérimaire que j'ai réussi à retrouver, m'a dit qu'il lui avait longuement parlé de la météo. Cette infirmière, une femme aimable nommée Clara, est devenue ma première source involontaire. Je l'ai rencontrée dans un café près de l'hôpital, feignant la surprise. J'ai parfaitement joué le rôle de la fille inquiète et confuse. « Je ne sais plus quoi croire », avais-je dit, la voix brisée. Il le présente comme s'il était déjà parti. Clara, voyant ma détresse, s'est adoucie. Elle m'a dit que même si mon père était faible, il était souvent parfaitement lucide. Elle a mentionné que son fils, Marcus, lui avait apporté des papiers juridiques à signer et que M. Sterling avait semblé agité par la suite. Elle a mentionné qu'Eleanor avait renvoyé son infirmière privée de longue date, une femme qui était avec lui depuis des années, en faveur d'une rotation d'infirmières d'agence qui ne connaissaient pas l'histoire de la famille. Chaque détail était un minuscule engrenage qui s'enclenchait. J'ai commencé à creuser discrètement dans leurs finances. Mon père m'avait donné accès à l'un des comptes de l'entreprise des années auparavant, un compte qu'Eleanor avait oublié. J'ai vu les dépenses exorbitantes. Nouvelle voiture, vêtements de marque, un acompte sur une résidence de vacances dans un autre pays. Tout cela pendant que mon père était censé être sur son lit de mort. Il ne se contentait pas de planifier leur héritage. Il le dépensait. Ce n'était pas du chagrin. C'était une virée shopping festive. Je suis passée en voiture devant la maison à différentes heures de la journée, notant les allées et venues. J'ai vu un autre avocat, pas M. Harrison, visiter la maison à 2 reprises. Une recherche rapide l'a identifié comme un homme connu pour la planification successorale accélérée, avec la réputation d'être flexible, moyennant un certain prix. Le tableau devenait brutalement clair. Il l'isolait systématiquement, le manipulait et liquidait son héritage avant même qu'il ne soit parti. La preuve la plus accablante provenait du vieux journal de conception qu'il m'avait donné. Caché dans une pochette à l'arrière de la couverture, se trouvait une déclaration récente, signée et notariée de mon père. Elle était datée juste après son 70e anniversaire. Il y déclarait qu'il était sain de corps et d'esprit, et qu'il avait une peur profonde et constante des ambitions financières et émotionnelles d'Eleanor. Il déclarait que tout document juridique signé après cette date sous sa supervision devait être considéré comme suspect et probablement produit sous la contrainte. Il m'avait préparé le terrain, il m'avait laissé les schémas de son propre sauvetage. Armé de mon dossier de preuves le tableur, le témoignage de l'infirmière, les relevés financiers, le nom de l'avocat et la déclaration notariée de mon père, j'ai passé l'appel. J'ai demandé un rendez-vous avec M. Harrison, précisant seulement qu'il s'agissait d'une affaire d'extrême urgence concernant la succession de mon père. Son bureau était exactement comme dans mes souvenirs de jeunesse. Bois sombre, fauteuil en cuir, une légère odeur de menthe poivrée. C'était un homme qui semblait taillé dans le même chêne que son bureau solide.
impassible et vieux. Il a écouté sans m'interrompre pendant que je lui exposais mon cas. Je ne l'ai pas présenté avec émotion. Je l'ai présenté comme une horlogère expliquant un dysfonctionnement. J'ai exposé la chronologie, les incohérences, les ponctions financières. J'ai parlé du nouvel avocat. Je lui ai montré une photo de la page du traité avec son nom faiblement entouré. Il a tout examiné, son visage illisible. Quand j'ai eu fini, il y a eu un long silence. Il a joint ses doigts, le regard fixé sur un point juste au-dessus de mon épaule. « Melinda, dit-il d'une voix grave, votre père était mon client. Je suis lié par un devoir de confidentialité qui s'étend au-delà de sa mort. Ce que vous alléguez est extrêmement sérieux. » J'ai senti une lueur de désespoir. Allait-il me faire obstruction? Mais il a continué, se penchant en avant, et pour la première fois, j'ai vu une étincelle de quelque chose d'autre que le devoir professionnel dans ses yeux. J'ai aussi le devoir de veiller à ce que les véritables volontés de mon client soient respectées. Et votre père, Richard, était un homme brillant. C'était aussi un homme qui comprenait la nature humaine. Il se leva et se dirigea vers un grand coffre-fort caché derrière une peinture d'un clipper. Il fit tourner le cadran avec une aisance habituée et en sortit une longue enveloppe manille scellée. Le sceau était de cire, empreint de la chevalière de mon père, celle qu'il portait toujours. « Votre père a prévu cela, » dit M. Harrison, en posant l'enveloppe sur le bureau entre nous. Il est venu me voir il y a environ 18 mois, peu après son anniversaire. Il était inquiet. Il a dit qu'Eleanor était, persuasive. Il craignait qu'en s'affaiblissant, sa volonté ne soit plus la sienne. Il tapota l'enveloppe. Il a appelé ça le système de sécurité. Il a rédigé 2 documents. Le premier était un testament qu'il prédisait être très proche de ce qu'Eleanor et Marcus finiraient par le contraindre à signer. Une version qui leur donnerait tout. Il l'a signé et me l'a laissé, pour être conservé séparément. Puis il prit l'enveloppe scellée. Ceci est le second document, son véritable testament. Il m'a aussi laissé une lettre, avec des instructions très spécifiques. Nous devions les laisser jouer leur jeu. Nous devions leur permettre de présenter leur version du testament. Nous devions les laisser croire qu'ils avaient gagné. Ces mots exacts étaient « La cupidité rend les gens bruyants, Harrison. Laissez-les crier leur victoire sur les toits pour que le monde entier l'entende quand l'horloge sonnera 13 heures. » Je fixai l'enveloppe, une vague de soulagement si profonde qu'elle me fit presque pleurer. Mon père n'avait pas été une victime. Il avait été un grand maître, préparant le plateau pour une partie dont il ne soupçonnait même pas l'existence. Et M. Harrison, l'encre émotionnelle, n'était pas seulement un avocat. Il était l'exécuteur du plan. Il était mon allié. J'ai enfin compris le sens plein de ces mots cette nuit-là. Le cadran peut mentir. Tu dois regarder le mouvement. La lecture du testament à venir n'était que le cadran de l'horloge. Le vrai mouvement était là, dans cette enveloppe, attendant silencieusement de s'enclencher. Le plan que M. Harrison et moi avons consolidé dans son bureau était d'une simplicité brutale et poétique. Il exigeait que je joue le rôle le plus difficile de ma vie, celui de la fille vaincue. Je devais assister à la lecture du testament, écouter ma propre exhérédation et ne montrer qu'un chagrin et une résignation crédibles. Je devais laisser Eleanor et Marcus avoir leur moment de triomphe. Je devais absorber leur pitié, leur tape condescendante sur l'épaule, leur regard suffisant et triomphant. C'était une stratégie de catharsis différée, un feu lent conçu pour rendre l'explosion finale d'autant plus spectaculaire. Les jours qui ont précédé la lecture ont été un exercice de force émotionnelle. Je devais faire le deuil de mon père pour de vrai, tout en me préparant simultanément à jouer une fiction au profit de ses bourreaux. C'était une dualité étrange et déroutante. Chaque fois que je sentais une vague de rage à la pensée du visage narquois d'Eleanor, je devais la réprimer et la canaliser dans la résolution calme et froide que le plan exigeait. J'ai pratiqué mon expression dans le miroir, un mélange soigneusement calibré de tristesse, de choc et d'acceptation lasse. J'ai choisi ma tenue avec une précision théâtrale, une simple robe noire, conservatrice et sans prétention. Je voulais ressembler à quelqu'un qui avait déjà perdu, quelqu'un qui n'attendait rien. Le plan reposait sur leur excès de confiance. Comme mon père l'avait prédit, leur cupidité les rendrait bruyants.
Ils devaient se sentir si complètement victorieux qu'ils exposeraient les profondeurs de leur caractère aux quelques membres de la famille présents. M. Harrison lirait le Faux Testament, celui que mon père avait intelligemment rédigé pour qu'il soit presque identique à celui qu'il l'avait forcé à signer dans ses derniers jours. Cela validerait leurs efforts, les faisant se sentir en sécurité. Puis, au sommet de leur jubilation, alors qu'ils seraient occupés à redécorer mentalement la maison et à liquider l'entreprise, M. Harrison introduirait le système de sécurité. Le plus difficile était de savoir que je ne pouvais partager cela avec personne. Je devais endurer les appels téléphoniques compatissants et pleins de pitié de tante Carole, qui disait des choses comme « Ma chérie, nous savions tous que ton père et Eleanor étaient très proches. Essaie de ne pas être amère. » Chaque mot était un petit tour de couteau, pourtant je devais la remercier pour son inquiétude. Je devais entrer dans cette pièce totalement seule, entourée de gens qui soit me méprisaient, soit étaient restés les bras croisés sans rien faire. Mais les mots de mon père résonnaient dans mon esprit. La beauté est dans le mouvement. C'était la partie silencieuse et cachée du mécanisme. C'était le travail patient et silencieux avant que le carillon ne sonne. L'idée de leur visage quand la vérité éclaterait est devenue mon carburant. Il ne s'agissait plus seulement de l'héritage. Il s'agissait d'honneur. Il s'agissait de récupérer le récit, de s'assurer que le dernier mot sur la vie de mon père soit le sien, et non l'histoire bon marché et faussée que sa femme et son beau-fils avaient créée. J'étais la gardienne de sa vérité, et je jouerais mon rôle. En y repensant, les derniers jours de mon père prennent une dimension différente, plus nette. Le mur d'isolement qu'Eleanor et Marcus ont construit n'était pas seulement un acte de cruauté désinvolte, c'était une nécessité stratégique pour leur plan. Ils ne pouvaient risquer un moment de clarté, une conversation chuchotée, une note griffonnée qui pourrait défaire leur travail. Chaque appel téléphonique bloqué, chaque visiteur renvoyé, était une manœuvre délibérée pour créer un environnement stérile où leur influence serait absolue. La connaissance du contre-plan de mon père n'efface pas la douleur de cette période, mais elle la recadre. Il n'était pas seulement une victime passive sombrant dans le brouillard. Il était un captif réticent, envoyant des messages codés, confiant que moi, son ombre, je les déchiffrerais. La frustration que je ressentais était le miroir de la sienne. L'impuissance que j'ai endurée n'était qu'un pâle écho de la contrainte sous laquelle il se trouvait. Il avait été forcé de signer un document qui était une trahison de tout ce qu'il chérissait, un testament de son propre emprisonnement. L'image de lui, frêle dans son lit, avec Marcus se penchant sur lui, tenant un stylo et une liasse de papier, est une image qui restera à jamais gravée dans mon esprit. J'imagine la pression, le chantage affectif. « Signe Richard, c'est pour le mieux. Ne veux-tu pas t'assurer qu'on s'occupe d'Eleanor? Melinda ne veut pas de ce fardeau. Elle a sa propre vie. » Ils auraient utilisé son amour pour moi contre lui, le tordant en une raison de m'exclure. Mon chagrin, qui avait été une couverture lourde et suffocante, a commencé à se transformer. Il s'est solidifié en quelque chose de plus dur, quelque chose avec un tranchant. Il est devenu une pierre à aiguiser contre laquelle j'ai affûté ma résolution. La tristesse était toujours là, un vide profond et douloureux là où se trouvait mon père, mais elle était maintenant entrelacée avec un profond sentiment de mission. Il ne s'agissait pas seulement de gagner, il s'agissait d'accomplir son dernier souhait, d'exécuter son dernier et brillant dessein. Il était de mon devoir de le mener à bien. La nuit précédant la lecture du testament, je me suis assise dans l'atelier, son atelier, où je n'avais pas osé entrer depuis sa mort. L'air était calme et frais. J'ai pris sa loupe sur l'établi et l'ai tenue devant mon œil. J'ai regardé le mouvement à moitié terminé sur son support, un assemblage complexe d'engrenages et de ressorts figés en pleine création. C'était une métaphore parfaite, une belle machine, réduite au silence avant son heure. J'ai juré à cet instant que je ne laisserais pas son héritage être réduit au silence. Je ne laisserai pas leur cupidité ternir son nom. Je ne laisserai pas l'histoire se terminer par leur contrefaçon. Je serai le ressort caché. Je serai le système de sécurité. Je ferai sonner l'horloge à 13 heures. Et nous voilà donc de retour dans la pièce étouffante. L'écho de la dernière phrase accablante du Faux Testament flotte encore dans l'air. Et le reste de ma succession, y compris tous les biens immobiliers, les actifs et le contrôle de Sterling Horology. Je le lègue à ma femme bien-aimée, Eleanor Sterling.
un reniflement théâtral de la part d'Elénore. Elle tamponne son œil parfaitement sec. Marcus pose une main réconfortante sur son épaule, mais ses yeux croisent les miens par-dessus la table. Le voilà, un éclair de triomphe pur et sans mélange. C'est un regard que j'ai vu 1000 fois. Le regard qu'il m'a lancé, quand il a présenté cette montre de marque sans âme. Le regard qu'il me lançait chaque fois qu'il m'appelait la Cendrillon des rouages. C'est le regard d'un homme qui croit m'avoir enfin, définitivement, remise à ma place. Tante Carole se penche vers moi, son visage un masque de pitié calculé. « Mélinda, ma chérie, je suis tellement désolée. Si tu as besoin de quoi que ce soit, » murmure-t-elle, sa voix s'éteignant alors qu'elle jette un regard nerveux à Elénore, la nouvelle reine. Oncle Jane hoche simplement la tête d'un air sombre, évitant entièrement mon regard. Ce sont les lâches en arrière-plan, s'alignant déjà sur le nouveau centre de pouvoir. Je suis une île, une note de bas de page, et je dois les laisser le croire. Je baisse les yeux sur mes mains, jointes sur mes genoux. Je permets à une seule larme, calculée, de tracer un chemin sur ma joue. Je ne sanglote pas, je n'entre pas en rage. Je projette une image de défaite profonde et brisée. C'est ce qu'ils attendent. C'est ce qu'ils désirent ardemment. Mon silence est leur confirmation. À l'intérieur, cependant, il n'y a pas de tempête. Il y a un calme profond et froid. C'est le calme au centre d'un tourbillon en rotation, un point de quiétude absolue autour duquel le monde tourne. Je regarde une pièce de théâtre, une performance que j'ai aidé à orchestrer. Chaque soupir d'Éléonore, chaque sourire narquois de Marcus est une réplique dans un scénario dont ils ignorent qu'il a un dernier acte surprise. « Eh bien, » dit Marcus, brisant le silence d'un ton de solennité forcée, « je suppose que nous devrions commencer à prendre des dispositions. Papa aurait voulu que nous soyons proactifs. » Il regarde Éléonore. « Nous devrions parler à l'agent immobilier pour la maison dès la première heure. Et l'atelier, nous devrons faire évaluer son contenu. » Évaluer. Vendu pour les pièces. L'âme de mon père, mesurée et étiquetée, comme de la ferraille. La rage vacille, une étincelle chaude dans le calme froid, mais je l'éteins. Pas encore. Patience. Les mouvements les plus importants sont ceux que l'on ne peut pas voir. Laissez-les crier leur victoire. Laissez-les être bruyants. Elénore se lève, image d'une autorité nouvelle. Oui, Marcus, tu as raison. Il y a tant à faire. Elle lisse sa robe noire, un geste qui relève moins de la propreté que de la vanité. Elle se tourne vers moi, sa voix maintenant chargée d'une gentillesse mielleuse et condescendante qui est plus insultante que n'importe quelle colère. « Mélinda, ma chère, ne t'inquiète de rien. Nous veillerons à ce que tu reçoives les effets personnels de ton père, bien sûr. Ces livres, quelques photographies. Nous savons à quel point tu attachais de l'importance à ces petites choses. Les petites choses. Toute ma vie de travail, mon lien avec mon père, réduit à une boîte de babioles. Elle me congédie, me rangeant comme un vieux meuble. Marcus est déjà sur son téléphone, cherchant vraisemblablement le numéro d'un concessionnaire de voitures de luxe. Tante Carole et oncle Jane murmurent leurs adieux, impatients d'échapper à la gêne de ma présence, de laisser la perdante à sa perte. Ils se dirigent tous vers la porte, la pièce semblant terminée, le rideau tombant sur leur triomphe. Et puis, cela se produit. Un son qui tranche la certitude suffisante comme un éclat de verre. M. Harrison s'éclaircit la gorge. Ce n'est pas un son fort, mais il a le poids acoustique d'une porte de coffre-fort qui claque. Tout le monde se fige. Ils se retournent de la porte, des expressions de légère irritation sur leur visage. Ils avaient eu leur victoire. Que pouvait-il y avoir de plus? « Si je pouvais avoir votre attention encore un instant, » dit M. Harrison, sa voix parfaitement égale. Il ne les regarde pas. Il me regarde directement, avec un bref hochement de tête presque imperceptible. C'est le moment. Le ressort caché est sur le point d'être libéré. Il semble qu'il y ait un autre document à examiner. Le sourire d'Elénore se crispe. « Je suis sûre que ce n'est pas possible, Monsieur Harrison. Nous avons le testament. » C'était tout à fait clair. « En effet, » répond M. Harrison, son regard toujours fixe. « Le testament que vous venez d'entendre était tout à fait clair. Cependant, ce n'est pas le dernier. » Marcus renifle, un son court et sec d'incrédulité. « De quoi parlez-vous? C'était sa signature. Nous étions là. Un aveu fatal. Mais il est trop arrogant pour le réaliser. » L'atmosphère dans la pièce a changé.
L'air épais et écœurant de la cupidité est remplacé par l'air fin et piquant de la confusion. La suffisance sur leur visage commence à tourner, remplacée par une terreur naissante et incertaine. Ils regardent le cadran de l'horloge, et il vient de leur annoncer une heure dont ils ne soupçonnaient pas l'existence. Monsieur Harrison plonge la main dans la mallette en cuir à ses pieds, une mallette qui est restée intacte pendant tout ce temps. Il en sort la longue enveloppe manille, celle avec le seau de cire, la chevalière de mon père pressée dans la cire rouge foncée. Il la pose sur le bureau en acajou poli avec un bruit sourd, doux et définitif. Sa vue réduit tout le monde au silence. Le sceau est une marque d'authenticité indéniable, un fantôme du passé affirmant son autorité. Éléonore le fixe, son visage parfaitement maquillé, soudainement pâle. « Qu'est-ce que c'est » demande-t-elle, sa voix un murmure tendu. « Ceci » dit M. Harrison, prenant un petit coupe-papier et le glissant soigneusement sous le sceau, est une lettre que votre défunt mari m'a confiée, à n'ouvrir qu'à ce moment précis, en cette compagnie précise. Il déplie une seule feuille de papier, écrite de la main familière et élégante de mon père. La pièce est si silencieuse que je peux entendre le bourdonnement des néons au-dessus de ma tête. Monsieur Harrison commence à lire. « À qui de droit, mais plus particulièrement à ma femme, Éléonore, et à mon beau-fils, Marcus. Si vous entendez ceci, cela signifie que je n'ai pas été assez fort pour me protéger à la fin. L'avarice que je craignais depuis longtemps s'est réalisée. J'ai été contraint de signer un document sous une contrainte émotionnelle extrême. Un document qui est une trahison de l'œuvre de ma vie et de l'amour de ma vie, ma fille, Melinda. » Éléonore halète, une main se posant sur sa poitrine. C'est du pur théâtre, mais le public s'est retourné contre elle. « Pendant des années, » continue M. Harrison, lisant les mots de mon père, « je vous ai regardé mépriser son talent, dévaloriser son esprit et mal comprendre l'essence même de qui je suis. Vous voyez mon travail comme une source de fond, pas une source d'âme. Vous avez vu la dévotion de ma fille comme une bizarrerie, pas comme la continuation de mon héritage. Vous vouliez mon argent, mais vous ne m'avez jamais voulu, moi. Melinda ne voulait rien d'autre que mon temps, et ce faisant, elle a tout compris. Les mots tombent comme des pierres dans la pièce silencieuse. La voix de mon père, claire et forte, parle d'outre-tombe. Et c'est une voix de jugement. Par conséquent, j'ai créé ce système de sécurité. Un mécanisme pour protéger mon héritage de ceux qui le fonderaient pour la ferraille. Le testament que vous venez d'entendre est un leurre. Un miroir de votre propre cupidité. Je l'ai signé parce que je le devais. Mais mes véritables intentions sont contenues dans un second document, le seul et unique testament valide de Richard Sterling. J'aime ma fille, Melinda. Elle est la gardienne de mon temps, la maîtresse de mon art. Vous l'avez gravement, fatalement, sous-estimée. Et moi aussi. Quand M. Harrison termine la lettre, il la plie soigneusement. La preuve irréfutable n'a pas seulement été révélée, elle a été tirée, et la vérité résonne dans le silence. Le choc dans la pièce est une présence physique. Éléonore et Marcus sont figés, leur visage une toile marbrée d'incrédulité et d'horreur naissante. Tante Carole et oncle Jean ont l'air d'avoir vu un fantôme, ce qui, d'une certaine manière, est le cas. Monsieur Harrison prend un second document plus épais dans l'enveloppe manille. « Et maintenant » annonce-t-il à la salle silencieuse. Le véritable et dernier testament de Richard Sterling, daté d'il y a 18 mois, signé et attesté par 2 juges du tribunal fédéral. Il commence à lire. Et cette fois, les mots ne sont pas secs et légalistes. Ils sont une symphonie de justification. Il lit les clauses qui prévoient l'entretien de l'atelier, la continuation de l'entreprise, sous son héritière légitime. Il lit la partie concernant la collection de pièces d'horlogerie anciennes de mon père, chacune nommée et destinée à être conservée et non vendue. Et puis il en vient au legs principal, à ma fille, ma partenaire, mon ombre, Melinda Sterling. Je lègue l'intégralité de mon entreprise, Sterling Horology, y compris tous les dessins, brevets et outils. Je lui lègue également la maison familiale et l'atelier attenant, car c'est sa véritable maison comme ce fut la mienne. Enfin, le reste de ma succession financière, détenue en actions, obligations et fiducies, je le lui lègue, avec ma confiance totale qu'elle l'utilisera pour honorer l'esprit de création et non l'adoration de la consommation. Une vague de vertige m'envahit. C'est la totalité, la foi absolue et inébranlable qu'il avait en moi.
Mais il n'avait pas fini. Il y avait une dernière clause. Monsieur Harrison prit une gorgée d'eau, prolongeant le moment. À ma femme, Eleanor Sterling, et à mon beau-fils, Marcus Thorne, lut-il, sa voix dénuée d'émotion. Pour leurs années de compagnie, je lègue la somme de 5 000 $ chacun. 5 000 $. C'est un montant si précisément calculé qu'il en devient l'insulte suprême suffisant pour les empêcher de contester le testament au motif d'avoir été oublié, mais si pitoyablement petit par rapport à leurs attentes que c'est une gifle en plein visage. Ce legs, poursuivit M. Harrison, assénant le coup de grâce final, est conditionnel. Pour recevoir les fonds, ils devront chacun accomplir 1000 heures de service bénévole au refuge pour sans-abri du centre-ville, un endroit où ils pourraient enfin apprendre la valeur des choses qui ne s'achètent pas. La justice poétique était à couper le souffle. Il ne se contentait pas de les déshériter. Il les condamnait à une pénitence qui était l'opposé philosophique de toute leur existence. La pièce était absolument, complètement silencieuse, à l'exception du son de ma propre respiration allaitante. Le silence se brise. C'est Eleanor qui craque la première. Le masque de la veuve éplorée ne se fissure pas seulement. Il explose en 1000 morceaux. Un cri rauque et guttural s'échappe de sa gorge. Non, ce n'est pas possible. Il n'aurait pas fait ça. Son visage, quelques instants auparavant une image de choc blême, est maintenant rouge d'une fureur hideuse. Elle pointe un doigt tremblant vers moi, les yeux fous de haine. « Toi! C'est toi qui as fait ça! Tu l'as empoisonné contre moi! Tu l'as manipulé, espèce de petite vipère! » La transformation est terrifiante et, d'une manière sombre, profondément satisfaisante. La femme posée et élégante a disparu, remplacée par une harpie désespérée et hurlante. Toutes les années de venin refoulé sortent en une seule éruption volcanique. Marcus, qui était resté debout comme pétrifié, reprend vie. Il trébuche en avant, son visage un mélange de confusion et de rage. « C'est un faux! Harrison, vous êtes de mèche! C'est une fraude! Ma mère a consacré sa vie à lui! Nous nous sommes occupés de lui! C'est elle qui était là à la fin, pas elle! » Il fait de grands gestes dans ma direction, sa voix se brisant de désespoir. « Elle l'a abandonné! Nous vous l'avons dit! Tout le monde sait qu'elle l'a abandonné! » Leur récit soigneusement construit est leur seule défense, et ils s'y accrochent, le criant dans le vide. Le contraste émotionnel est saisissant et brutal. Les chuchotements suffisants et condescendants ont été remplacés par les accusations paniquées et stridentes d'animaux acculés. Toute prétention de sophistication a disparu, révélant la cupidité brute et avide qui se cachait en dessous. Eleanor se tourne maintenant vers M. Harrison. « Je vais vous poursuivre en justice. Je vous ferai radier du barreau. Vous ne pouvez pas faire ça. Richard m'aimait. Ce testament, celui que vous avez lu en premier, c'était le vrai. Il l'a signé. »« Oui, » dit calmement M. Harrison, son sang-froid ne faisant que souligner son hystérie. Il l'a bien signé, sous la contrainte, comme il l'a si clairement indiqué dans sa lettre. Et vous, Marcus, venez d'admettre que vous étiez présent quand il l'a fait, ce qui constituera un ajout intéressant à mes notes pour le tribunal des successions. La mention du tribunal provoque une nouvelle vague de panique chez eux. Leur monde s'effondre en temps réel, leur victoire se transformant en cendres dans leur bouche. Ces imbéciles condescendants, si aveuglés par leur propre arrogance, n'avaient jamais envisagé que mon père, si discret et sous-estimé, ait pu les déjouer. Ils n'ont jamais considéré que je pouvais être autre chose qu'un paillasson. Leur chute n'est pas de ma faute. C'est la leur. C'est le résultat inévitable d'une vie d'excès de confiance et de sous-estimation. Ils ont construit ce piège pour eux-mêmes. Mon père s'est juste assuré que la porte se verrouillerait derrière eux. Pendant toute la durée de leur crise, je suis restée silencieuse, observant. J'ai laissé leur hystérie remplir la pièce. J'ai laissé leurs accusations flotter dans l'air. Maintenant, alors qu'Eleanor s'arrête pour reprendre son souffle et que Marcus s'étouffe dans un silence stupéfait, je prends enfin la parole. Ma voix, quand elle vient, n'est pas forte. Elle est calme, froide, et porte jusqu'à chaque recoin de la pièce. L'avoir abandonnée? Je demande. La question rhétorique aussi tranchante qu'un scalpel. Je regarde directement Marcus, puis Eleanor. L'ai-je abandonnée, ou m'a-t-on barré l'accès? Ai-je refusé de lui rendre visite, ou mes appels n'ont-ils jamais été transmis? Étais-je indifférente, ou lui avez-vous dit que je l'étais? Je n'élève pas la voix. Je n'en ai pas besoin.
L'intensité tranquille de la vérité est plus puissante que leurs cris frénétiques. Je tourne mon regard vers Eleanor. Tu parles d'amour. L'aimais-tu ou aimais-tu ce qu'il pouvait offrir? Quand as-tu mis les pieds dans son atelier pour la dernière fois, Eleanor? Connais-tu seulement le nom du chef-d'œuvre qu'il a mis 5 ans à créer, celui qui se trouve dans un musée à Genève? Elle me fixe, la bouche s'ouvrant et se fermant en silence, comme un poisson. Elle n'a pas de réponse. Vous le preniez pour un vieil homme gâteux à la fin, n'est-ce pas? Je continue, ma voix restant égale, chaque mot précis. Vous pensiez que son esprit était aussi faible que son corps. Mais vous ne l'avez jamais compris. Vous avez vu un homme qui fabriquait des horloges. J'ai vu un homme qui comprenait le temps. Il savait que ce jour viendrait. Il vous connaissait. Il a vu chaque rouage de votre petite machine, et il en a construit une meilleure. Je me lève, lentement. Je ne suis plus la jeune fille hésitante dans son coin. Je ressens une force que je n'ai jamais ressentie auparavant, une émancipation née de la justice rendue. Vous n'avez pas seulement essayé de voler un héritage, dis-je, ma voix baissant à un ton presque conversationnel. Ce qui est en quelque sorte plus glaçant. Vous avez essayé de voler sa mémoire. Vous avez essayé de réécrire sa vie pour satisfaire votre cupidité. Vous avez essayé de m'effacer. Pensiez-vous vraiment que je vous laisserais faire? Pensiez-vous vraiment que la fille qu'il a élevée dans cet atelier, celle à qui il a appris à voir les mécanismes cachés, allait simplement s'en aller? Ma dernière question reste en suspens dans l'air, un verdict et une condamnation tout en un. La justification habile n'est pas dans les cris. Elle est dans cette affirmation froide et juste de la vérité. Ils n'ont aucune réponse. Ils sont brisés. Ils ont été si complètement, intellectuellement et stratégiquement déjoués que tout ce qui leur reste est du bruit. Et il est finalement mort dans leur gorge. Dans le silence retentissant qui suit mes paroles, tous les yeux dans la pièce sont tournés vers moi. Eleanor et Marcus ne sont que des coquilles, leur fureur ayant implosé en carcasses choquées et vides. Mais c'est la réaction des lâches en arrière-plan qui est la plus révélatrice. Tante Carole, qui il y a à peine 1 heure m'offrait ses condoléances pathétiques et pleines de pitié, me regarde maintenant avec un mélange d'admiration et de terreur. Elle fait un pas hésitant en avant, son visage étiré en un sourire sycophante et artificiel. « Melinda, mon Dieu, Nous n'avions aucune idée. Félicitations, ton père. » C'était un homme brillant, si intelligent. Sa voix est épaisse d'une tentative désespérée de se réaligner sur la nouvelle réalité, de se ranger du bon côté de l'histoire maintenant que le vainqueur a été déclaré. Oncle Jen, qui avait été si prudent d'éviter mon regard, me fixe maintenant, hochant vigoureusement la tête en accord avec sa femme. « Oui, brillant, fait-il écho. Nous avons toujours su que tu avais ça en toi, Melinda. Ton père était si fier. » L'hypocrisie est si puissante qu'elle en est presque nauséabonde. Le souvenir de leur ricanement au surnom de Cendrillon des rouages, leur complicité silencieuse, leur acceptation facile du récit peint par Eleanor et Marcus, tout cela est frais dans mon esprit. Ils n'étaient pas de simples spectateurs. Leur passivité était le terreau dans lequel la manipulation d'Eleanor a grandi. Je leur lance un long regard froid. Je ne souris pas. Je ne leur offre aucune chaleur ni aucun pardon. « Un peu tard pour ça, vous ne trouvez pas ?» dis-je, d'une voix plate. Le sourire de tante Carole vacille. La couleur quitte son visage. Ils comprennent. Il n'y a pas d'absolution facile ici. Ma victoire est la mienne seule. Elle a été forgée dans l'isolement, bâtie sur les fondations de leur indifférence. Leur soutien maintenant est sans valeur, une insulte à la lutte que j'ai endurée pendant qu'ils restaient là à regarder. Ce moment ne consiste pas à les accueillir de nouveau dans le giron. Il s'agit de souligner leur lâcheté, de leur faire comprendre les conséquences de leur silence. Ma justification n'est pas une fête à laquelle ils sont invités. C'est un triomphe calme et solitaire. Ils reculent, penauds, comprenant enfin que la dynamique du pouvoir dans cette famille a été irrévocablement, sismiquement modifiée. Je ne suis plus la fille étrange et silencieuse qu'ils pouvaient ignorer en toute sécurité. Je suis celle qui détient les clés. Je suis celle qui comprend le mouvement, et j'ai une très très longue mémoire. Monsieur Harrison, avec l'efficacité tranquille d'un homme qui a vu de nombreux drames se jouer dans cette pièce, fait un geste vers la porte. « Je crois que nos affaires sont terminées, » dit-il, sa voix portant une note de finalité indubitable. Il regarde ostensiblement Eleanor et Marcus.
Ils ne bougent pas. Ils sont encore en train d'assimiler la totalité de leur ruine. C'est Marcus qui semble enfin saisir la réalité de la situation. Il agrippe le bras d'Elénor, sa voix un murmure rauque. « On s'en va !» Elénor se laisse tirer sur ses pieds, mais en passant devant moi, elle s'arrête. Son visage est une ruine, ses yeux pleins d'un venin qui n'a nulle part où aller. « Tu le regretteras », siffle-t-elle. « Non », je réponds calmement, sans animosité. « Mais toi, oui. » Ils sortent du bureau en trébuchant, un roi et une reine douairière déchus, leur royaume imaginaire dissous autour d'eux. Les complices, tante Carol et oncle Jean, se dépêchent de sortir après eux, impatients de ne pas être les derniers à rester dans la pièce avec moi. La porte se referme en claquant, et l'atmosphère oppressante se lève enfin. Il ne reste que moi et M. Harrison. Le silence semble profond. Il fait glisser un petit jeu de clés lourd sur la table polie. Les clés de la maison, les clés de l'atelier. « Il serait si fier de vous, Melinda », dit M. Harrison, et pour la première fois, son attitude professionnelle se fissure, et je vois l'affection sincère d'un vieil ami de la famille. Vous avez exécuté son plan à la perfection. Je ramasse les clés. Le métal froid semble solide, réel, dans ma paume. Il ne s'agit pas de l'argent, je réalise. Il s'agit de ça. Il s'agit de la preuve tangible de la foi de mon père. C'est la clé de mon passé et de mon avenir. La justice poétique est écrasante. Éléonore et Marcus, qui ont consacré leur vie à la poursuite d'un luxe immérité, ont été condamnés à l'humilité et aux travaux forcés. Leurs grands projets de vente de la maison, de liquidation de l'entreprise, d'effacement de l'héritage de mon père et de moi avec, n'ont abouti à rien. Ils ont tout convoité et se sont retrouvés avec moins que rien. Ils se sont retrouvés avec un miroir tendu à leurs propres âmes vides. Leur chute n'était pas une punition que j'ai infligée. C'était la conséquence naturelle et mécanique de leurs propres actions. Ils étaient une horloge mal faite, tout en cadran brillant et en mouvement bon marché, destinée à tomber en panne. Et mon père, le maître horloger, avait simplement réglé sa propre pièce d'horlogerie pour révéler la vérité à l'heure dite. Je ne retourne pas à mon petit appartement. Je conduis directement à la maison de mon père, ma maison. Entrer avec la clé est un acte mémorable. L'air à l'intérieur est vicié, portant le parfum léger et écœurant du parfum d'Éléonore. On se croirait dans un musée d'une vie qui est maintenant terminée. Je passe devant le salon de réception, devant la salle à manger stérile, et je vais directement au seul endroit qui m'a toujours semblé être un foyer, l'atelier. Je déverrouille la porte et j'entre. L'odeur familière de l'huile, du bois et du métal m'envahit, une odeur de création et de paix. Des particules de poussière dansent dans la lumière oblique de l'après-midi, comme elles l'ont toujours fait. Tout est exactement comme il l'a laissé. Son tablier en cuir est jeté sur le dossier de sa chaise. Un sachet à moitié entamé de ses bonbons préférés se trouve sur l'établi. C'est une capsule temporelle de sa vie, de sa passion. Je passe la main sur la surface lisse et usée de l'établi, marquée par des décennies de travail. C'est l'autel devant lequel je me suis recueillie, l'endroit où j'ai appris les leçons les plus importantes de ma vie. Je m'approche du mouvement inachevé sur son support, celui que j'avais regardé la nuit précédant la lecture du testament de mon père. Je prends sa loupe, le métal frais familier contre mon œil. Je regarde l'assemblage complexe d'engrenages, de ressorts et de leviers. C'est un monde de potentiel, figé. Sans réfléchir, je saisis une paire de pincettes à pointe fine, mes doigts trouvant le bon outil par instinct. Je pousse doucement un minuscule engrenage en place. Il s'enclenche, un son pas plus fort qu'un soupir, mais qui résonne comme un coup de tonnerre. C'est une action symbolique, je le sais, mais elle semble profonde. Je ne suis pas seulement une héritière, je suis une gardienne, une continuatrice. L'héritage. Ce n'est pas l'argent à la banque, c'est le savoir dans ma tête et la compétence dans mes mains. Je ne me contente pas de restaurer une horloge, je restaure une vie, celle de mon père et la mienne. La rage, le chagrin et la tension des derniers mois commencent enfin à s'estomper, remplacés par un sentiment de mission calme et concentré. Le combat n'était pas pour la vengeance, c'était pour ceci, c'était pour la vérité, c'était pour s'assurer que le travail continuerait, que le chant de l'échappement ne serait pas réduit au silence. C'est remarquable à quelle vitesse une personne peut changer, ou plutôt
À quelle vitesse elle peut devenir ce qu'elle a toujours été censée être. Pendant des années, je me suis laissée définir par leurs récits. J'étais la silencieuse, l'étrange, la fille avec de la graisse sur la joue. J'ai intériorisé leur mépris et je me suis faite petite pour préserver la paix. Mais était-ce vraiment moi, ou était-ce juste un rôle que je jouais dans leur drame familial mal écrit? Debout ici, dans le sanctuaire que mon père a construit et m'a laissé, je réalise que le génie patient qu'il voyait a toujours été là. Le silence n'était pas de la faiblesse, c'était de l'observation. La patience n'était pas de la passivité, c'était de la stratégie. Le combat pour son testament ne visait pas seulement à revendiquer ce qui m'appartenait, il visait à me revendiquer moi-même. Avez-vous déjà ressenti cela? Ce sentiment d'être vu pour moins que ce que vous êtes, d'être mis dans une boîte qui ne vous convient pas? C'est un sentiment suffocant, n'est-ce pas? Nous nous rapetissons pour correspondre aux attentes des autres, pour éviter les conflits, pour les mettre à l'aise. Mais le confort est l'ennemi de la vérité. L'émancipation que je ressens maintenant n'a que très peu à voir avec la sécurité financière qui m'a été donnée. Elle vient de la satisfaction profonde, jusqu'au fond de l'âme, de la justice. C'est le sentiment que le monde se remet enfin dans son bon alignement. La vérité a un poids, et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas l'impression de le porter toute seule. Le dernier acte de mon père a été de me transmettre ce poids, non pas comme un fardeau, mais comme un manteau de force. Il m'a armée de la vérité et m'a fait confiance pour savoir comment l'utiliser. Toute cette épreuve a été un creuset. Elle a consumé le doute, l'insécurité, le besoin d'approbation de la part de personnes qui n'ont jamais été capables de le donner. Je ne suis pas la fille endeuillée ou l'héritière vengeresse. Je suis une horlogère. Je comprends que les choses prennent du temps. Je comprends que la vraie valeur n'est pas en surface. Et je comprends que parfois, il faut laisser tout le mécanisme s'arrêter avant de pouvoir le remonter et le mettre à l'heure juste. 6 mois ont passé depuis le jour où l'horloge a sonné 13 heures. La maison ne sent plus le parfum d'Elénore. Elle sent la cire d'abeille et l'huile de citron, l'odeur d'une maison dont on prend soin. J'ai commencé à me débarrasser de la formalité stérile de son règne, la remplaçant par de la chaleur, des livres, de la vie. L'atelier est mon centre, mon cœur. Sterling Horology est florissante. Non seulement j'ai maintenu la liste de clients de mon père, mais je l'ai élargie. J'ai réembauché son ancienne et fidèle infirmière, celle qu'Eleanor avait renvoyée, comme directrice de bureau. Sa gentillesse et son intégrité sont un rappel quotidien du genre de personne dont je veux m'entourer. Mes propres créations, celles que mon père encourageait, prennent maintenant vie, mêlant son génie classique à ma propre esthétique moderne. Je ne me contente pas de préserver son héritage, je le construis. Quant à Eleanor et Marcus, leur histoire est devenue une petite légende locale. La joie maligne est puissante. Ils ont refusé, bien sûr, de faire le travail bénévole. Les 5 000 $ restent intacts sur un compte au cabinet de M. Harrison. Leur fierté valait plus pour eux que l'argent. Ils ont vendu leur voiture et ont emménagé dans un petit appartement exigu de l'autre côté de la ville. J'ai appris par tante Carole, qui appelle 1 fois par mois dans une tentative désespérée et continue de réconciliation, que Marcus a un emploi de vendeur subalterne et qu'Eleanor quitte rarement l'appartement. Eux, qui ont vécu leur vie sous les feux des projecteurs, ont été rendus invisibles par leur propre cupidité. Leur chute est discrète, pathétique et entièrement de leur propre fait. Il y a une paix profonde et durable dans ma vie maintenant. C'est la paix qui vient d'un but, d'un travail qui a du sens, d'une vérité honorée et d'une bataille bien menée. Certains soirs, quand je travaille tard à l'établi, la lumière perçant l'air poussiéreux, je peux presque sentir la présence de mon père à côté de moi, sa fierté tranquille, une chaleur réconfortante sur mon épaule. L'arc émotionnel est complet. La trahison a été répondue par la stratégie. La stratégie a apporté la justice. Et la justice a conduit à une émancipation profonde et inébranlable. Je suis Melinda Sterling, je suis une horlogère, et mon heure ne fait que commencer.